Au-delà des mots, une association créée au lendemain de la mort des 2 adolescents à Clichy-sous-Bois. À vos côtés, Fabien Jobard, vous êtes sociologue, vous avez notamment travaillé sur les violences policières illégitimes. Marc Grégor et Mac Taylor, vous composez le groupe Tandem, Oui, l'un des meilleurs groupes de rap français. Vous êtes originaire de Seine-Saint-Denis et vous dites tout haut ce qui ne va pas. Voilà, et puis avec nous également sur ce plateau ce soir, Sonia Casagrande, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes éducatrice auprès de la protection judiciaire de la jeunesse, éducatrice en Seine-Saint-Denis. Vous êtes aussi militante syndicale du syndicat national des personnels d'éducation surveillés. À vos côtés, Pierre Cardot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député maire UMP des Yvelines. Vous vivez vous-même sur place depuis 30 ans. Et Khalid El Kandili est également avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien médiateur national à la jeunesse et puis vous êtes également membre d'un collectif qui s'appelle le Cercle des citoyens responsables. Vous nous en direz un peu plus tout à l'heure puisque jeudi vous allez faire paraître un livre blanc. Voilà. Alors, juste avant d'ouvrir ce débat, 2 réactions relativement brèves sur ce qui se passe. D'abord, Pierre Cardot, instaurer le couvre-feu, c'est une solution appropriée? Disons qu'a priori, ça ne m'inspire pas beaucoup. Je pense que dans certaines circonstances, ça peut être un outil qui est nécessaire d'utiliser. Je ne crois pas que les circonstances se nécessitent aujourd'hui. Personnellement, je pense qu'une loi ou un dispositif ciblant plus particulièrement des comportements collectifs violents eût été plus adapté. Parce que là, on touche tout le monde. Et quand on met en œuvre une mesure de ce type, il faut être certain, 1, qu'on a les moyens de la faire respecter, et 2, qu'elle n'aura pas des effets secondaires qui seront plus préoccupant que ce qu'on veut régler. Donc j'avoue que je suis un peu perplexe, mais je ne suis pas celui qui prend ce type de décision. Le maire, par principe, il est censé être là pour mettre en œuvre le dialogue, pour la paix sociale. Le maintien de l'ordre, c'est pas mon truc. Donc vous êtes en désaccord avec Éric Raoult, qui hier soir a été le premier maire à instaurer un couvre-feu dans sa commune. Je n'ai pas critiqué Éric, il a sa vision des choses. Le Rincy n'est pas obligatoirement les autres communes. Enfin, il n'y a pas eu d'incident au Rincy. Oui, ça, je lui souhaite que ça continue. Je ne suis pas persuadé qu'il n'y ait que cette raison pour qu'il n'y ait pas d'incident. Il n'est pas évident que ce soit une action suffisante. Je crois qu'il y a des problèmes de fond à traiter, mais pour l'instant on est dans l'urgence. En un mot également, Khalid El Kandili et peut-être Fabien Jobard, un couvre-feu, qu'est-ce que ça envoie comme signal dans les banlieues, le terme simplement? Je pense que ça fait partie d'un dispositif avant tout de communication politique. C'est-à-dire que quand on a à réagir à une situation d'urgence, on essaye d'employer des mots forts. Alors quoi de plus fort qu'une loi qui date de la guerre d'Algérie, des premiers temps en tout cas de la guerre d'Algérie, et qui ne fut employée sur le territoire français depuis qu'en Nouvelle-Calédonie. Bon, il y a des circonstances en plus qui se sont achevées de manière tout à fait dramatique. Il ne faut pas néanmoins surestimer le couvre-feu. Je crois qu'il est à l'appréciation des préfets, lesquels préfets dialoguent avec les maires pour savoir dans quelle zone bien précise employer, je dirais, un couvre-feu qui viserait simplement les attroupements de mineurs. Bon, il ne faut pas non plus céder à la panique sur ce point-là. Hein. Ces violences urbaines soulèvent de très nombreuses questions. La première, elle est importante. Qui sont-ils ? Qui met le feu aux véhicules, qui s'attaque aux bus, aux écoles, aux commerces, aux symboles de la République, des jeunes de tous les âges, qui ne sont pas tous forcément en échec scolaire. Tout a commencé à Clichy-sous-Bois, le 27 octobre dernier. Emmanuel Lagarde, Natacha Pagnotta. La veille, Bouna et Zied sont morts électrocutés. Clichy-sous-Bois se réveille avec un profond sentiment d'injustice sur fond de rumeurs. Il y a plusieurs témoins qui étaient là au moment des faits, au moment de la poursuite. Et il y a même, ils ont même embarqué 2-3 jeunes. Ils les ont ramenés jusqu'au commissariat. La même conviction exprimée dans la rue le soir même. 200 à 300 personnes font face aux policiers à Clichy. Le détonateur comme le mode d'affrontement du déjà-vu dans les banlieues. Mais très vite apparaît une violence inédite. Premier impact, une balle de gros calibre dans un fourgon de CRS. Ce soir-là, à Montfermeil, des casseurs se déchaînent sur un poste de police fermé la nuit. Mais ils s'attaquent aussi à l'immeuble attenant, qui héberge notamment des ateliers de confection pour les femmes du quartier. Ils ont dit, vous travaillez pour eux, nous on vous tue ce soir. On casse tout et on brûle tout, pour venger nos camarades. Et bon, nous on s'est cachés sous la table, ils ont lancé des cailloux, ils ont pris les extincteurs pour casser la vitre, et puis ils sont partis.
Moi j'ai pris peur, Omar et moi, vraiment, on a pris peur. On avait notre vie en danger. Franchement, il faut le dire. À partir de la Toussaint, les échauffourées s'étendent en Seine-Saint-Denis. Combien sont-ils? On parle maintenant de quelques groupes d'une dizaine de personnes dans chaque nouvelle ville touchée par ces violences urbaines. C'est pour les gosses qui sont... Ouais, c'est pour les mecs de Clichy. C'est pour les mecs de Clichy. Clichy qu'on fait ça. Nique Sarko. Sarko, il veut nous niquer le Karcher. On va lui niquer sa mère, Sarko. Cette fois-ci, les voitures ont brûlé devant témoins. La veille au soir, juste à côté, une association de femmes se réunissait. Inimaginable pour elles que leurs enfants figurent parmi les casseurs. Mais ce qu'elles ont vu sont très jeunes. Quand on était là et qu'on a vu l'explosion de la voiture là-bas, ce sont des ados. Ce ne sont pas des 18, 25 ans. Non, 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 non. Ce sont des ados, je dirais 12, 13, 14. Des mineurs bien plus nombreux qu'avant. C'est une certitude aussi pour les élus de banlieue qui se serrent les coudes. Mais pour le reste, chacun a son hypothèse. Dans chaque cité difficile, on a 10 à 15 voyous qui nous posent problème et des centaines de jeunes qui en réalité étudient, travaillent, cherchent à s'en sortir. Des déclarations maladroites, un phénomène médiatique derrière, ont fait que certains de ces jeunes rentrent dans un mouvement auquel d'habitude ils ne participent absolument pas. C'est surtout aujourd'hui un ras-le-bol, une mode, une excitation qu'il faut qu'on, comme des adultes, qu'on arrive à raisonner. Mais les foyers de violence continuent de se multiplier. Banlieue sud de Paris, les habitants ont vu arriver les événements sans illusion, comme s'ils s'y attendaient. Je pense que c'est plutôt un concours entre cités, en se disant moi j'ai brûlé tant de voitures, moi je vais en brûler tant, histoire de se faire voir et de se faire entendre. Quoi. De se faire entendre de quoi je comprends pas trop le fond des dégradations des jeunes. Quoi. La compétition, l'imitation seulement parfois. Tours n'est pas franchement connu pour ses zones sensibles. Et pourtant cette semaine, une vingtaine de voitures ont brûlé dans le quartier du Sanitas. Acteurs ou spectateurs, des garçons de 16 ans environ. Les vacances et tout ça, on n'a rien à faire, c'est toujours la galère et tout ça. Galère dans les cités. Et voilà. Quoi. On est obligé de faire des conneries quand c'est comme ça. On fait ça pour Sanitas. De simples agitateurs, mais ailleurs, des pillages en règle, comme à Évreux, avec des habitants effrayés. De la violence extrême aux simples dégradations, les multiples facettes d'un phénomène qui touche maintenant tout le pays. En bas des tours, des habitants désolés, des parents énervés parfois face aux policiers. On est gentils, on n'est pas des sauvages. Tu vas chauffer pour rien, viens. Et vous aussi, vous me saoulez. Parce que nos enfants, ils sont dehors, vous nous saoulez, vous aussi. Mais vos enfants, ils ne devraient pas être dehors. Dans les tribunaux, on voit plus de parents que d'habitude en salle d'audience. En général, le signe que leurs enfants n'avaient jamais eu affaire à la justice auparavant. Sur Bobigny, on trouve à peu près tous les profils d'individus, sont en général soit des jeunes majeurs, soit des mineurs, on va dire dans une tranche d'âge qui varie entre 14 ans et 18 ans. Et on trouve effectivement à la fois des gens déjà connus pour des destructions par incendie, mais aussi des primo-délinquants qui ne s'étaient jamais signalés à l'attention des services de police ni de la justice. En tout cas, parmi les prévenus de Bobigny, ni trafiquants de drogue, ni grands délinquants. En France, depuis le début des violences, plus de 1500 personnes ont été interpellées. Des mineurs autant que des majeurs. 159 condamnations ont été prononcées. Samir Mihi, des parents, des grands frères expliquent que, en résumé, qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ces jeunes sont incontrôlables. Incontrôlable, non, parce qu'à Clichy-sous-Bois, on a bien vu que le calme est revenu, donc on ne peut pas se permettre non plus de dire incontrôlable, parce qu'il y a quand même une certaine communication qu'on réussit à établir. Donc de là à dire incontrôlable, non, je pense pas. Alors moi, je parle de tout ce qui se passe en France. Oui, mais je ne suis pas dans toute la France. Un mineur sur deux interpellé. Oui, mais c'est les conséquences d'un contexte social qui fait que ces gens-là ont eu assez au bout d'un moment et que, au contraire de leurs parents, sans doute issus de l'immigration, qui ne pouvaient pas s'exprimer, eux, se sentant français et se sentant aussi autant mis à l'écart de cette société, se sont dit, nous on va s'exprimer, c'est pas la meilleure manière qui soit. Et on condamne tout à fait ces actes de violence, mais on cherche plutôt à les comprendre. Au lieu de uniquement constater les faits, c'est ce qui se passe depuis 12 jours, on fait uniquement que constater les faits. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un schéma... compétition Non, il n'y a entre pas du les tout. cités. Je ne pense pas qu'il y ait compétition. Je pense que le drame de Clichy-sous-Bois était la goutte qui a fait déborder le vase.
parce que depuis ces dernières années, les répressions policières devenaient de plus en plus violentes. Ce n'est pas la seule mort qu'il y a eu dans les banlieues. Et quand il y a eu ce drame, à mon avis, quand les jeunes de Clichy-sous-Bois se sont éveillés, se sont mis en colère, eh ben, il y avait d'autres colères dans d'autres banlieues qui avaient aussi perdu des amis dans des circonstances un peu similaires, qui se sont réveillés. Parce que les rancunes ne meurent pas, elles sont juste endormies. Mais justement, Fabien Jobard, est-ce que ces jeunes dont on parle là en ce moment sont les mêmes qu'à Montbéliard il y a 5 ans, enfin en 2000, les mêmes qu'à Vénissieux il y a 20 ans? Est-ce que ce sont les mêmes qui, de temps en temps, ont ce besoin de faire sortir cette colère? Ouais, enfin, pour avoir besoin de faire sortir de la colère, il faut effectivement un déclencheur. Bon, et le déclencheur, il se trouve que dans la plupart des cas, ce sont des interventions policières qui tournent mal. Peu importe du reste, déterminer si les policiers sont responsables directement de la mort ou non des personnes impliquées, mais ce sont des interventions policières qui tournent mal. En tout cas, c'est ressenti comme tel. Oui, la différence avec les émeutes de Vénissieux, ou bien même celles auxquelles on a assisté il y a 15 ans, c'est d'abord l'extrême jeunesse là, des participants, et je dirais l'extrême difficulté qu'il y a de la part des trentenaires ou même des jeunes âgés de plus de 25 ans à maintenir le lien avec eux, ce qui n'était pas le cas au début des années 80. Les grands frères ne les contrôlent plus. Les sœurs, oui, les mères. Non. Sur la question du contrôle, il y a quand même quelque chose de tout à fait fascinant quand même dans ces émeutes. On en est à la 12e nuit d'émeute, peut-être la 13e. C'est la première fois qu'on a une situation telle en France. Je vais tout de même remarquer qu'il y a un contrôle des moyens d'action. C'est-à-dire qu'en dépit de quelques tirs au fusil à plomb, de quelques tirs à grenaille, on n'emploie pas les armes à feu. On n'emploie pas les armes... je ne préjuge pas de l'avenir, on pourrait peut-être les employer dans les jours qui viennent. Mais ça veut dire que je crois que les violences sont contre les apparences contrôlées. Ça veut dire que les jeunes qui agissent dans ces circonstances savent au moins se maîtriser. Ils pourraient employer les armes à feu, mais ils on peut toujours effectivement être plus violent. Mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Je vous rappelle qu'une femme handicapée a failli perdre la vie dans l'incendie d'un bus. Il y a eu un décès dramatique. Un homme a trouvé la mort. Bien sûr, mais au regard de l'ampleur des événements, ça reste des événements qui sont tout à fait dramatiques, mais marginaux. Khalid El-Kandili, vous allez réagir justement, vous êtes sur le terrain, vous avez été sur le terrain pendant de nombreuses années en tant que médiateur national de la jeunesse, et vous êtes encore, puisque depuis une douzaine de jours, vous êtes appelé par des familles dans les banlieues parisiennes pour parler, en tout cas avec elles, sur l'extrême jeunesse dont on parlait il y a quelques instants. C'est quelque chose que vous avez observé ces dernières années? Si vous voulez, quand on parle de ces problèmes-là, on essaie de trouver une explication qui englobe tous les quartiers. Il n'y a pas d'explication pour tous les quartiers, ce n'est pas vrai. Chaque quartier a sa spécificité. Il y a des choses qui peuvent, effectivement, il y a un dénominateur, c'est au départ ce qui s'est passé à Clichy, après ça met le feu, ça c'est vrai. Donc pour vous, c'est pas quelque chose d'organisé? Bien sûr que non, il y a pas, comment dire, l'organisation, après l'organisation, elle se fait là où il y a des gens qui ont intérêt à organiser quoi que ce soit. Moi je suis désolé, il y a aussi, il y a des jeunes qui sont peut-être organisés sur certains endroits pour commettre des méfaits. Comme dans d'autres endroits, il y a aussi des élus qui ont aussi profité de la situation pour faire passer des choses qui sont aussi retournées contre eux localement. Donc la dernière fois, j'avais entendu un élu, je dirais de premier plan, qui s'amusait, moi je ne veux pas nommer qui s'amusait à critiquer l'action des grands frères et l'action des médiateurs sur le terrain. Eh bien, il fallait qu'il y aille lui-même. Il avait qu'à relever les manches et y aller lui-même. Ça veut dire que dans chaque, par rapport, on a en France 1400 quartiers dits difficiles. Alors imaginez 1400 quartiers qui pensent la même chose, c'est pas possible. Autour de cette table, il n'y en a aucun qui pense la même chose que l'autre. On peut avoir les mêmes objectifs, mais on pense chacun à notre manière. Donc ce qui se passe aujourd'hui sur ces quartiers-là, c'est qu'on a des jeunes, effectivement, c'est des mômes, c'est des gamins. Pourquoi de plus en plus jeunes? Parce que je dirais, c'est devenu un petit peu une revendication, peut-être par rapport à ce qu'ils ont vu vis-à-vis de leurs grands frères, peut-être ce qu'ils ont vu par rapport à leurs parents. Alors ils expriment très mal,
ils font n'importe quoi parce qu'aujourd'hui, ça devient des délinquants. Parce qu'à partir du moment où ils se braquent contre la police, à partir du moment où ils brûlent ou ils cassent, ça devient des délinquants. Et ils cassent tout parce qu'ils sont en bande, parce qu'ils sont en groupe. C'est l'effet de bande aussi qui fonctionne. Ça, c'est l'effet de bande. Parce que quand vous les voilà, parce que quand ils sont, je dirais, quand tout à l'heure on parlait d'intervention des grands frères, quand il y a un grand qui parle avec un petit tout seul, il arrive à le convaincre. Aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on dit ? On dit aux parents, gardez vos enfants chez vous, pour éviter l'histoire du couvre-feu. Gardez-les chez vous. Il n'y arrive pas. Bah, c'est pas qu'il n'y arrive pas, Mac mais bon. Tailleur, vous vouliez réagir ? Ouais, je voulais un peu réagir. Il a un peu raison, mais je voudrais rajouter quelque chose. Nous, le groupe, on vit où il y a le feu, à l'heure qu'il est. Donc on est bien placé. En bas de chez nous, il y a le feu. Et à l'heure d'aujourd'hui, je pense que les jeunes qui mettent le feu, ils sont en état de désespoir. C'est plus ça, c'est le désespoir. Ça veut dire qu'il y a un mal de vivre, il y a un mal-être. Aujourd'hui, une personne qui est dans un mal de vivre et qui fait une tentative de suicide, c'est pour que les personnes fassent attention à lui. Il veut se faire remarquer. Là où il brûle, c'est en bas de chez lui qui brûle. Mais là, vous parlez d'une intifada. Non, c'est en bas de chez lui qui brûle. C'est pas chez quelqu'un d'autre qui brûle, c'est où il vit qui brûle. Ça commence par les poubelles au pied des immeubles. Voilà, mais il brûle en bas de chez lui, donc c'est pour attirer le regard vers lui. C'est comme une tentative de suicide sur une personne qui est en mal-être. C'est de l'autodestruction. C'est pour faire attention. Vous m'excusez, là vous avez employé un mot qui, comment dire, et c'est regrettable, parce qu'en fait, des fois, sans s'en rendre compte, les médias rajoutent l'huile sur le feu. Pourquoi parler d'intifada C'est une question que je pose. Non, mais il faut pas, comment dire, il y a des mots qui sont, comment dire, il y a des mots justement qui blessent, qui blessent et qui parfois, pardon. Peuvent être mal pris. Voilà, et qui peuvent, bon, quand on a parlé de ce qui s'est passé avec M. Sarkozy, M. Sarkozy, ministre de l'Intérieur, on sait très bien qu'il n'est pas le patron des assistantes sociales, mais malgré tout, il y a eu un dérapage verbal qui a fait du mal à des gens. Madame Casagrande, oui, que ça fait sourire. Oui, l'expression. Non, mais oui, surtout pas le patron des assistantes sociales. Et donc, de toute façon, moi je suis d'accord avec le terme de désespoir. Et c'est vrai que souvent, les gens posent la question, on ne comprend pas pourquoi. Il y a des écoles qui sont brûlées, des écoles maternelles, des choses qui sont finalement très proche d'eux, c'est au pied de chez nous, moi aussi j'habite là, hein. Mais c'est aussi des choses qui sont, et c'est exactement les lieux dont ils peuvent penser que c'est pas pour eux, ou que ça n'a pas été pour eux, ou que ça leur a pas apporté ce qu'ils auraient pu espérer d'intégration dans cette société. D'intégration et d'insertion, pardon, oui, c'est d'insertion dans cette société. Et je voudrais rajouter, j'ai employé le mot d'identification, c'est très important parce que moi je ne suis pas pour qu'on cherche les grands, qui c'est qui a la main sur eux, qui c'est qui peut dire et qui ne peut pas dire. Je crois aussi que c'est... Comme d'habitude, ils sont là, au pied des immeubles. À l'entrée de la cité des Baudottes, une vingtaine de jeunes du quartier. Ce soir, ils accueillent la caméra avec bienveillance. Et les plus jeunes sont les premiers à vouloir s'exprimer, à revenir sur la mort des 2 adolescents électrocutés. Pourquoi vous, ça vous touche? Parce que sont morts dans des conséquences atroces. Et c'est comme nos frères. Parce que c'est des gens du 9-3 et tout, on est solidaires. On n'aimerait pas que ça nous arrive à nous. Ils brûlent des voitures, ils veulent s'exprimer, ils n'ont pas d'autres moyens, bah, ils font ça. D'un côté c'est bien et d'un côté c'est pas bien parce que c'est des voitures de nos parents et de nos familles. Ça règle rien, mais c'est là que les gens, comme les autres personnes bien placées, c'est là qu'ils prennent conscience des choses. Se faire entendre en haut lieu. Mais surtout entendre un autre discours que celui du ministre de l'Intérieur. Ce père de famille ne l'accepte plus. Par exemple, je vais nettoyer les racailles. Bon, il peut pas dire des mots comme ça, un coup de Karcher, machin. Non, c'est pas un langage, ça. Et quand les petits ils entendent ça cogite dans leur tête. Ils disent, ah bon, il veut nous nettoyer, machin. Non, ben, il a qu'à venir nous nettoyer. Hein. Et le nettoyage, comme dit ce père de famille, est en marche. Depuis que les violences ont démarré, les forces de l'ordre se sont déployées comme jamais dans la cité. Et ici, les jeunes ne supportent plus les contrôles d'identité. Des provocations, des abus, disent-ils. Comment vous? Je rentrais chez moi, ils m'ont contrôlé, j'avais pas mes papiers. Je suis allé en garde à vue, 24 heures. Exactement. 24 heures de garde à vue. Pourtant, quand j'étais en garde à vue, il y a 3 personnes blanches. Ils sont arrivés aussi, comme nous. Ils sont pour un contrôle, mais ils sont ressortis directement. Et nous, on est restés 24 heures. Des grands frères qui refusent d'être filmés veulent nous prouver la réalité des abus policiers. Ils nous montrent une vidéo,
filmée d'un téléphone portable. La séquence circule déjà sur Internet, mais on ne sait pas où la scène a été tournée, ni quand. On distingue une voiture de police face à un groupe de jeunes. Soudain, les policiers ouvrent le feu avec des balles de caoutchouc. Des tirs de flashball portés à quelques mètres. On ne sait pas si ces jeunes ont été arrêtés ou blessés. Ses grands frères ont entre 25 et 30 ans. Tous français, ils se sentent pourtant exclus, prisonniers de leur quartier, de leurs origines. On nous dit ouais, qu'il faut s'intégrer. Mais l'intégration, on est intégré déjà depuis qu'on est né. On est tous nés dans les hôpitaux français, on est nés français. Pourquoi on nous parle d'intégration? On a regardé leurs feuilletons, on mange leur nourriture, pourquoi on veut s'intégrer? On est déjà français à la base. Un mec qui vient s'intégrer en France, c'est quelqu'un qui vient d'un autre pays étranger. Tout ce qu'on leur demande, c'est une seule chose, de ne pas avoir nos couleurs, nos origines. Notre couleur, c'est notre douleur. Kader n'a plus d'emploi depuis 4 ans. De 1997 à 2001, il travaillait à l'aéroport de Roissy, mais ses erreurs de jeunesse l'ont rattrapé et lui ont coûté cher. Depuis les événements qu'il y a eu en septembre 2001, ils ont viré tous les jeunes de Roissy. Ils ne veulent plus laisser aucun jeune travailler sur Roissy, comme si on était tous des terroristes ou, je sais pas, susceptibles de mettre une bombe dans je sais pas quoi. Ils disent qu'on a des casiers judiciaires, des passés délinquants. C'est sur ça qu'ils ne peuvent pas nous donner les badges. Alors qu'on a tous droit à une chance. S'ils ne nous donnent pas notre chance, qui va nous donner notre chance? Il est 20 h. En 2 heures, beaucoup de jeunes se sont livrés. La confiance s'est installée. Pourtant, la colère ne s'est pas apaisée à Sevran. Plus tard dans la nuit, le collège de la cité voisine a été incendié. MacGregor, ces jeunes qui brûlent leurs bus, leurs commerces, leurs écoles, un certain nombre de symboles de la République, ce ne sont pas des revendications. Si, en quelque sorte, c'est une forme de revendication. Le problème, c'est qu'on sait très bien qu'ils ne peuvent pas arriver sur Paris pour aller brûler des voitures sur Paris. On les aura stoppés bien avant. Le truc, c'est que nous, on est désolé que ça se soit passé en bas de chez nous. Mais il fallait bien que ça éclate un jour, hein, parce que depuis le temps qu'il y a tous ces cris d'alerte qui sont passés, que les gens disent qu'il y a le chômage, qu'il y a des gens qui sont mal logés, tout ça. Il y a un certain nombre de Français qui ne comprennent quand même pas cette démarche, ce recours à la violence, parce qu'un certain nombre de Français sont aussi au chômage, rencontrent aussi des problèmes de logement. En fait, ce qu'ils ne comprennent pas, ces gens-là, c'est que ce sont des Français qui s'adressent à d'autres Français. Comme il le disait, le jeune, là, avec sa carte d'identité, est obligé de montrer son pédigré pour que les gens ils disent « ouais, voilà ». Nanana, il disait, oui, vous récusez le terme intégration. Voilà, c'est ça. Nous, on est des jeunes, on est des enfants de la France issus de l'immigration. Donc aujourd'hui, on réclame les droits, les mêmes droits que tous les autres. Il y a des jeunes qui sont là, qui ont fait des années d'études et qui se retrouvent à être éboueurs ou à faire des trucs comme ça. Mais c'est vrai que, Fabien Jobard, brûler une poubelle et brûler une école, c'est pas du tout la même chose. Brûler une école, c'est très signifiant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, je serais bien en peine de livrer une explication définitive là-dessus. Il faudrait interroger les gens qui vraiment s'y livrent. Mais je crois qu'effectivement, on met le feu à l'institution qui incarne l'échec qu'on a subi au cours de sa vie et l'échec que les plus âgés ont eux aussi subi au cours de leur vie. C'est pas tellement mettre le feu à l'école parce qu'on est contre l'éducation ou contre le système scolaire, mais parce que le système scolaire aujourd'hui génère énormément d'exclusion sociale. C'est-à-dire que l'école ne parvient plus de toute façon à offrir des gens formés pour pénétrer sur le marché du travail. À partir de ce moment-là, effectivement, on peut brûler l'école qui est en bas de chez soi. Voilà, juste oui, en fait, ça veut dire ouvrez-nous la porte. Oui, ça pour ajouter, nous, on a des jeunes gens qui ont été exclus ou qui se sont exclus très jeunes du système scolaire. Ça reste une blessure, y compris 2-3 ans après. Ils ont encore envie d'être dans les apprentissages. Je veux dire, c'est pas de gaieté de cœur que la question, elle est très, ça reste une souffrance qui reste grande, y compris longtemps après, je crois. Ce qui a été votre cas, moi, je crois que ça explique beaucoup de choses. Que vous-même, vous poursuiviez, vous, à Aubervilliers, des études plutôt bonnes, et en fait, vous avez été déscolarisé, c'est ça? En fait, j'étais bien dans ma scolarité, sauf que j'étais un peu turbulent. Ils ont voulu essayer de me réorienter entre la 3e et la seconde. Ils voulaient me mettre en BEP et j'ai eu mon brevet. Pas de chance. Des collèges. Ils voulaient que ça s'arrête vite. Ils voulaient me mettre dans le milieu du travail pour avoir un métier
je n'aspirais pas peut-être vraiment. Et en fait, j'ai été jusqu'en première Est, mais ils ont quand même réussi à me... Mais à cette époque, vous aviez envie de quoi, vous? D'aller en première Est. Je voulais faire une première scientifique, je voulais être ingénieur, à la base. Tout le monde a des rêves. Hein. Quand Voilà. on va à l'école, on a tous l'impression qu'on peut atteindre des hauts niveaux. Hein. C'est pas l'envie qui nous en manque, hein, de foirer l'école ou des trucs comme ça, on le fait pas exprès. Si vous voulez, le problème aussi qu'on rencontre aujourd'hui, c'est un problème qui date depuis que nos parents sont arrivés. Nous, on est, comment dire, la deuxième génération, après il y a la troisième génération, maintenant il y a la quatrième génération, et chaque génération on prend des coups sur la tête, prend des coups sur la tête, prend des coups sur la tête. Et on a, comment dire, il y a un problème de reconnaissance. Comme ils l'ont dit, c'est vrai. Pourquoi on parle à chaque fois d'intégration? Aujourd'hui, il faut qu'on parle d'insertion sociale, comment dire, de problèmes sociaux. Simplement, dans ces quartiers-là, on a mis dans ces quartiers-là, nous, quand on est arrivé, quand j'étais môme, moi j'habitais dans un bidonville. Après, j'ai habité dans les quartiers. Après, je me suis retrouvé au Bosquet. Puis après, on a suivi à chaque fois, on nous mettait là où c'était le plus mauvais. Et en fin de compte, on a ghettoisé les gens. C'est-à-dire qu'on a mis ceux qui avaient le plus de problèmes, les a mis ensemble. Alors au début, il y a quelques années, il y a peut-être une quinzaine d'années, encore il y avait une certaine mixité. Aujourd'hui, en fin de compte, dans ces quartiers-là, on a laissé simplement des gens d'origine, comment dire, d'origine étrangère dans ces quartiers-là. On les a, comment dire, on les a laissés entre eux. Et puis il y a des préjugés. On s'en fiche complètement de ce qui leur arrive. Aujourd'hui, on s'intéresse à eux parce que ça brûle, mais sinon on s'en fiche complètement. Pierre Et quand Cardot, je voudrais terminer là-dessus. Et enfin, moi j'ai vu, puisque vous me parliez de mes missions, j'ai eu plusieurs missions interministérielles. Je vous donne, mais il y a toujours des préjugés. Je vous donne un exemple comme ça. Je représente un ministre. J'arrive dans un endroit qui n'est pas un quartier. Je suis accompagné d'un chauffeur. On vient voir le chauffeur et dire bonjour monsieur le conseiller. Alors c'était moi. Mais bon, c'est comme ça. Moi je prends ça à la rigolade et je me dis il faut que j'en fasse plus. Alors que quand j'arrive, je me déguise, je mets un costume et une cravate parce qu'il y a des préjugés quand vous êtes à un certain niveau. Et quand il y a des gens qui vont dans ces quartiers-là, ils ont l'impression qu'ils vont dans un zoo. Ils ont l'impression qu'ils vont aller en balade pour je ne sais pas découvrir quoi. J'ai des amis qui me disent Khalid, tu veux bien nous emmener dans les quartiers? Je dis attends, vous rigolez ou quoi? Vous allez voir le zoo ou quoi? Aujourd'hui, moi j'ai des gens qui m'appellent, qui me disent ouais, tu veux pas nous emmener voir ce qui se passe? Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des préjugés sur ces quartiers-là. Et on a l'impression que les gens qui vivent là, ils viennent d'une autre planète. Ouais. Et ça, c'est pas en France. Voilà. Et souvent, il y a les quartiers et la France. Voilà. Le regard des gens. Le regard des gens peut façonner une mentalité. Ça veut dire que comment ils se regardent, comment ils se voient par rapport au regard des gens, ça peut créer un pessimisme collectif. Pierre Cardot, vous êtes d'accord avec tout ce qui se dit? Vous y comprenez quelque chose? Avec notre grille de lecture. Depuis 30 ans, si j'avais rien compris, je ferais autre chose comme métier. Hein. J'étais dans le privé, j'étais bien tranquille, je passais des nuits chez moi, j'avais des week-ends. Là, franchement, c'est quand même assez agité depuis plus de 15 ans. Et ce qui se passe aujourd'hui, on le pressentait. En tout cas, ceux qui sont vraiment près du terrain, ils savaient qu'il allait se passer quelque chose depuis déjà un bon moment. On a haché le tissu associatif parce qu'on a sans arrêt fait du stop and go au niveau des mesures qu'on a prises, qu'on a détruites, qu'on a reprises, etc. Les gosses d'aujourd'hui, vous savez, ils naissent pas plus violents que les gosses d'hier et du siècle dernier et du siècle d'avant. La société, par contre, autour d'eux, elle est beaucoup plus violente. Et il est clair que quand on constate, en observant par les médias la façon dont se passe le dialogue en France, on observe que finalement on obtient beaucoup de choses par la pression, la violence. Regardez comment se terminent un certain nombre de conflits syndicaux, de conflits agricoles, de conflits avec, je ne sais pas, les altermondialistes, pour prendre un hasard. C'est violent. Et c'est quand même interprété de façon très différente de la violence des gamins dans les quartiers. Pourquoi ce double regard? Est-ce qu'on ne croit pas un seul instant que l'influence du comportement des adultes ne va pas, à un moment donné, donner des idées aux jeunes? On est surpris de la colère des jeunes, alors que celle des adultes s'exprime tous les jours aussi. Et moi, je crois que là, il faut quand même qu'on en tire des leçons, y compris dans le milieu politique. La façon dont nous nous comportons, si c'est seulement par le conflit qu'on fait avancer les choses, on aura des conflits. Si on fait mettre le dialogue en avant, peut-être qu'effectivement, on aura d'autres résultats. Justement, Samir Mihi, vous avez créé votre association Au-delà des mots après l'événement tragique, la mort des deux jeunes garçons le 27 octobre dernier.
Concrètement, qu'est-ce que vous recevez comme signaux forts depuis une douzaine de jours et qui va vous donner envie de faire perdurer l'association au-delà de ces événements et de vous impliquer davantage sur le terrain? D'abord, je voudrais signaler que c'est pas moi concrètement qui ai monté cette association, mais c'est un regroupement de jeunes. Vous êtes plusieurs. Donc voilà. Et puis comme son nom l'indique, au-delà des mots, donc de toute manière, quoi qu'on dise, ça ne refera pas revenir Bouna et Zied. Et arrêtons de parler, puis agissons. Donc ce qui reste à Clichy-sous-Bois, c'est la famille des victimes. Et c'est un petit peu une association qui va venir un petit peu en aide aux deux familles quand même, parce qu'il ne faut pas les oublier. Et essayer de faire avancer les choses par rapport à l'enquête. Donc c'est un petit peu cette association qui est là pour aider et soutenir la famille. Et puis par rapport au retour, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand même il y a parce que par rapport à ces émotions. Prenez votre temps. Par rapport à ce que je disais, donc ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport au bon retour, il y a un retour positif par rapport à ce qui se passe. Et il y a des gens qui le comprennent, ça. Et quand Siaka, donc le grand frère de Bouna, est monté sur les Champs-Élysées, qui m'a raconté que des gens sont venus pleurer dans ses bras, et là vous comprenez qu'il y a des gens qui sont un peu plus humains que d'autres. Et quand j'entends dire faut leur envoyer l'armée, couvre-feu, tous ces termes guerriers, arrêtons de constater ce qui se passe et voyons ce qu'il y a derrière tout ça, parce que derrière tout ça il y a quand même deux familles qui ont perdu leurs enfants, une troisième qui a un enfant gravement blessé à l'hôpital. Donc pour l'instant les gens font que parler derrière leur écran et donner des propositions de guerre, alors que pour en revenir aussi quand même aux deux personnes qui sont mortes à Stein et à Épinay, arrêtons tous ces termes guerriers un petit peu et trouvons réellement la solution à ces problèmes au lieu de uniquement, c'est ce que je dis depuis 12 jours, les gens ne font que constater les faits à travers leur écran et n'essayent pas de comprendre ce qui se passe réellement. C'est ce que nous essayons de faire ce soir. Alors peut-être aujourd'hui, c'est vrai, on constate, mais c'est vrai qu'on entend ça et là, sur place, des commerçants qui disent « nous, on l'avait vu venir, on l'avait senti venir ». NTM, c'était il y a 10 ans, chantait « qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu ?» Je pense que certains s'en souviennent. Et vous, il y a un an, Tandem, vous avez aussi écrit une chanson qui a été censurée, 93 Hardcore, et qui précisément décrivait ce qui se passe depuis 12 jours. Ouais, on avait fait un vidéoclip qui avait été censuré par on ne sait qui. Et dans cette vidéo, en fait, elle était assez violente, mais elle reflétait exactement ce qui se passait dans les quartiers. C'était un cri à l'aide. Violence engendre la violence. Non, parce il y avait des images violentes, mais avec des paroles conscientes. Qu'est-ce que vous disiez, par exemple? Aux gens ce que les gens ils lisent que dans leurs livres ou dans leurs magazines et ils regardent à la télé, on voulait leur montrer qu'en fait le problème n'était pas réglé, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est amusé à jouer sur l'insécurité tout le temps pour essayer d'avoir plus de bulletins dans son urne, et il ne s'est pas rendu compte qu'en réalité aucun problème n'était réellement réglé. Et nous, à travers notre clip, on a essayé de leur faire passer ce message. Et on avait un slogan qui était assez choquant, c'était « Je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime ». Et les gens, à travers ça, ils n'ont pas compris que c'était pas que de la... C'était pas un message de haine, mais que c'était un message d'amour, et qu'en fait, qu'on voulait avoir une insertion sociale telle que nous, on la conçoit, et non telle que ceux des hautes sphères la conçoivent pour nous. Parce que souvent, notre ambition, elle est souvent plafonnée par certains. C'est tout. Ils nous empêchent de grimper plus haut qu'on voudrait, nous, en nous faisant des MJC à Tire-Larigot dans toutes les cités, avec des terrains de foot en plein milieu de leur cité, histoire que les gens ne sortent pas de leur petit village. Et nous, on a essayé de leur montrer autre chose, qu'à l'intérieur des cités, il y avait des gens qui réfléchissaient, qu'il y a des gens qui bon, malheureusement, prennent un mauvais chemin, mais c'est pas de leur faute, c'est parce que peut-être parfois ils ont besoin, ou c'est une façon d'essayer de se faire entendre. Mais nous, on a essayé de leur montrer tout ça et d'essayer d'en sortir un message positif à travers tout ça. Et ils n'avaient pas pris cet appel au sérieux. Voilà. Ce qui veut bien dire, Fabien Jobard, qu'il ne s'agit pas, le message qui est envoyé par ces actes récemment, ça ne veut pas dire on veut changer la société. On veut juste rentrer dans la société. Je veux dire, si effectivement il y a toute une classe d'âge vraiment défavorisés qui viennent de ces cités, qui parviennent à s'insérer sur le marché du travail, à amener, je dirais, simplement une vie digne. Alors c'est la société tout entière qui changera. Quand même, il ne faut pas minorer ce qui est lancé aujourd'hui comme message, ce qui est lancé comme appel. C'est effectivement à la société tout entière que les problèmes qu'on voit aujourd'hui sont adressés. Moi, ce qui me plaît, il y a quand même un point positif sur les débats des derniers jours, c'est que, sauf évidemment
je dirais, les pousses au crime électoralistes habituels. Non, mais c'est vrai que vous avez dit quand ça brûle, c'est qu'il y a un progrès, entre guillemets. Oui, je ne sais pas si j'ai dit ça vraiment, mais sauf les électoralistes un peu pousse au crime qu'on entend d'habitude, si l'affaire a démarré sur une histoire policière, aujourd'hui, c'est effectivement la société tout entière qui est interpellée. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'effectivement, à l'occasion de ces événements-là, et par-delà les voitures qui brûlent, par-delà les drames considérables qu'on voit aujourd'hui, on s'adresse à l'école, on s'adresse au marché du travail, on s'adresse aux discriminations auxquelles on assiste dans la société. Encore une fois, la société prise dans son entier. Parce que le politique, c'est pas un bon exemple avec Pierre Carato qui est à côté de nous, parce que je l'ai déjà vu à l'œuvre. Pour moi, c'est un bon maire. Mais je parle, donc, voilà. Mais les politiques, pour rebondir sur ce qui a été dit là, c'est vrai que les politiques, ils ont joué avec le feu sur les quartiers. Quand on arrive dans un quartier, il y a des associations qui sont là depuis un moment, des associations de quartier. On arrive, le nouveau qui arrive, il se dit tiens, celui-là, pendant les élections, il n'a pas été avec moi. Je lui tords la tête, je lui enlève ses subventions et je le laisse mourir sans penser à l'intérêt général, parce qu'il remplissait une mission à ce moment-là. Et le problème des politiques, puisqu'on parlait tout à l'heure d'intégration, si on reprend ce terme, je m'excuse de le dire comme ça, il me dégoûte. Mais je le reprends comme ça, juste pour parler. Deux niveaux de lecture, voilà, en fait. Juste pour parler comme le politique. Quand on parle d'intégration, pendant les dernières élections, j'ai vu des élus qui faisaient campagne avec des tracts en portugais et en arabe. Pourquoi? C'est des Portugais et des Maghrébins qui vont voter en France? C'est pas le cas. Alors pourquoi? Alors on dit intégration. Ils ne sont pas tous lire, ils ne savent pas tous lire, c'est ce que disent... Non, attendez, ceux qui savent... Excusez-moi madame, ceux qui savent pas lire, ils sont pas français. Ceux qui savent pas lire, ils sont pas français, ils vont pas voter. Alors je vois pas pourquoi on va leur écrire un tract pour leur dire allez voter. Je crois effectivement la perte de foi dans l'universalisme, la perte de foi dans ce que sont vraiment les valeurs républicaines, on la voit avant tout venir du milieu politique et du champ politique. C'est quand même ça le paradoxe considérable. Et ce qui est incroyable, c'est que certaines... Je termine moi là-dessus. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des personnes qui aujourd'hui, ils vont sur les plateaux de télévision et disent ouais, c'est pas normal, ils veulent pas s'intégrer. Et c'est les mêmes, on va être gentil pour pas les dénoncer, et c'est les mêmes qui font ces actes-là. Alors il faut savoir, on peut pas avoir un jeu sur le terrain pour se mettre dans la poche, des gens issus de l'immigration, français issus de l'immigration, et puis de l'autre côté sur les plateaux de télévision dire ah bah ils veulent pas s'intégrer. Bah oui, ils veulent pas s'intégrer si vous faites des tracts comme ça. Bon, je voudrais dire quand même que le problème qu'on a avec cette violence, c'est que ça fout en l'air quand même pas mal. Les bidonvilles aux portes de Paris. Nous sommes dans les années 50. La France sort exsangue et détruite par la Deuxième Guerre mondiale. La reconstruction du pays passe par la solidarité nationale. Il faut arracher aux taudis et aux chambres surpeuplées ceux qui n'ont qu'un salaire modeste. Certes, continue Monsieur le maire, il appartient au pouvoir public de mettre fin à la misère des sans-logis et des mal-logés. Mais la responsabilité de tous est engagée. La souscription à l'emprunt va commencer. Cette souscription à l'emprunt fonctionne à plein. Les logements de première nécessité sortent de terre en quelques mois. Mais ces petits immeubles vont dès le début des années 60 laisser place au grand programme de construction populaire. Les Minguettes, Vaux-en-Velin, Sarcelles, les plans d'habitat social se succèdent. Si dans les années de l'après-guerre, la moitié de la population française vivait à la campagne, dans les années 70, les 3/4 vivent en ville. Sans oublier l'immigration galopante réclamée par les autorités françaises pour faire face à une main-d'œuvre insuffisante. La Kabylie, région déshéritée par la nature, est aussi la plus peuplée du pays. 1/10 de la population doit donc s'expatrier de façon régulière pour aller chercher du travail ailleurs. Ailleurs, c'est-à-dire en France, où le marché du travail leur est ouvert comme à tous les Français. La population immigrée se voit attribuer des logements dans ces cités dortoirs près des usines dans lesquelles ils travaillent, en périphérie des villes. La banlieue est née. Mais dès 1973, les pouvoirs publics sentent déjà le danger qu'elle représente. Je souhaite qu'il y ait de petits ensembles et je demande qu'on ne dépasse pas 500 logements. Et puis ensuite, je souhaite qu'à l'intérieur de ces ensembles, on répartisse les logements aidés de manière à ce qu'il n'y ait pas de grands ensembles entièrement en HLM locatif et d'autres où il n'y en ait pas du tout. Il faut un mélange des deux, sinon on aboutira en effet à une ségrégation sociale et après tout la construction, l'habitat, c'est pas fait pour ça. La télé prend des couleurs
quand l'ambiance en banlieue se ternit. La ghettoisation des cités se fait petit à petit. Désertification des commerces de proximité, les deux chocs pétroliers provoquent l'effondrement de l'économie et de la croissance. L'écart social se creuse encore un peu plus. Du côté de l'État, Valéry Giscard d'Estaing veut garder la banlieue accrochée à la ville. Grâce à un aménagement judicieux des espaces privés et des espaces collectifs, des solutions sont trouvées qui permettent de concilier liberté et indépendance avec en même temps les avantages indispensables d'une vie sociale animée, variée et proche. 1981, la rupture entre la banlieue et la société éclate en pleine nuit. Les quartiers des Minguettes à Vénissieux, près de Lyon, s'embrasent. Au total, 22 quartiers seront classés îlots sensibles. Les premières zones d'éducation prioritaire sont créées, mais François Mitterrand ne sent pas le mécontentement qui gronde. Tout dégénère en octobre 90, à Vaux-en-Velin, après la mort d'un jeune de la cité. Les émeutes de plusieurs jours qui suivront entre jeunes et forces de l'ordre favoriseront la création du ministère de la Ville confié à Michel Delbar, dont la première mesure est d'implanter la police au sein de ces quartiers. Quand on regarde les préoccupations des Français, la première est la sécurité. Le meilleur moyen d'y répondre, c'est que la police soit auprès des personnes vivant dans ces quartiers. Les ministres se succèdent, mais les efforts réalisés pour la banlieue ne semblent souvent être qu'un cache-misère. Première destruction d'immeubles, création de centres-villes dans certaines cités, mise à contribution des collectivités locales. En 1996, Alain Juppé arrive à Matignon avec la volonté de mettre en place les zones franches. Les entreprises sont encouragées à s'installer dans ces quartiers difficiles par des avantages fiscaux. La nation, aujourd'hui, tend la main à ces entreprises. Il faut que les entreprises renvoient l'ascenseur et se sentent investies, en contrepartie des efforts que nous faisons, d'une véritable obligation de formation des jeunes. À partir de 1997, le gouvernement de Lionel Jospin engage cette fois le dialogue entre les différents acteurs des cités. Mise en place des emplois jeunes et renforcement de la police de proximité. Une police de proximité recadrée par Nicolas Sarkozy dès son arrivée au ministère de l'Intérieur. Quand je regarde les chiffres de 2001, organiser un match de rugby pour les jeunes du quartier, c'est bien. Mais ce n'est pas la mission première de la police. La mission première de la police, l'investigation, l'interpellation, la lutte contre la délinquance. Le tournant sécuritaire et répressif est clairement engagé. Dans le même temps, Jean-Louis Borloo remet à plat toute la politique de la ville et des banlieues. Le ministre de la Cohésion sociale met en place la loi de rénovation urbaine, véritable plan Marshall des banlieues. Démolition de 150 000 à 200 000 logements vétustes. Construction de 200 000 logements sociaux d'ici 8 ans. La rénovation de 200 000 autres sélectionnés par l'Agence nationale de rénovation urbaine. Création de 41 nouvelles zones franches, soit 100 000 emplois en 5 ans. Le coût du programme est faramineux, 30 milliards d'euros investis d'ici 2008. Mais malgré tous ces efforts, personne n'a encore